Bonsoir, général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. J'imagine que vous observez avec énormément d'attention ce qui est en train de se produire, se dérouler sous nos yeux. On assiste, je le disais, à un changement clair et rapide, assez inédit de l'ordre mondial. Globalement, quel est votre regard sur ces bouleversements, mon général ? Là, il y a une accélération des choses. Alors, il y avait les prémices. On sentait que les organisations internationales, on pense en premier lieu aux Nations Unies, étaient dévalorisées, démonétisées en quelque sorte. Et qui plus est, depuis l'agression russe contre l'Ukraine. Ça, c'était un premier élément. On a vu des tas de traités qui étaient là pour peut-être essayer de limiter justement les risques. Ça sortait de la guerre froide, foulé aux pieds, et on oublie en quelque sorte les leçons de cette après-guerre. Hein. C'est ça qui... Et puis, il y a des éléments factuels comme la technologie qui sert un peu d'égaliseur, qui donne aussi des chances à des pays aujourd'hui qui n'osaient peut-être pas se lancer dans des aventures pour reprendre des territoires. Il y a des tas de bonnes raisons aujourd'hui de se faire la guerre, entre guillemets. On peut avoir peur qu'effectivement l'avenir s'écrive toujours un peu, si vous m'excusez cette expression, en lettres de sang. Et c'est ce qu'il faut éviter absolument. L'avenir en lettres de sang, vous, en tant que militaire professionnel, grand observateur de ces questions, est-ce que vous pensez qu'une guerre serait probable? Parce que c'est vrai qu'on parle aux Français, on a peur. Il y a eu cette déclaration qu'on a beaucoup commentée du général Fabien Mandon, évidemment. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Il faudrait être prêt à perdre des enfants, avait-il dit. Il faut se préparer à faire la guerre dans tous les domaines. Et ça commence évidemment par une mobilisation de la société. Nous sommes des démocraties, nous sommes une démocratie. Et c'est ça, je pense, l'enjeu. Il faut qu'on poursuive sur cette voie qui est celle de la liberté, des valeurs, de nos valeurs, qu'on se batte pour nos valeurs, en respectant nos valeurs. Et c'est pas simple dans le monde complètement désorienté, dissymétrique, si je peux dire, qui existe aujourd'hui. Et c'est ça l'enjeu. Et pour ce faire, on a effectivement derrière nous quand même l'héritage, d'un côté évidemment de l'Alliance Atlantique, et on en reparlera sans doute. Bien sûr. De l'autre côté, quand même d'une Union européenne qui, sans être parfaite, a quand même garanti quelque part une prospérité commune autour de valeurs communes globalement. Et ça serait dommage de gâcher tout ça et de ne pas se souvenir de ce bel héritage qui n'est pas un acquis, qui est un héritage qu'il faut faire fructifier. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux Français, aux Européens, c'est qu'il y a un prix à payer, le prix de la liberté en quelque sorte. Oui, le prix de la liberté, je vous entendais parler de nos valeurs. Certes, mais comment respecter nos valeurs d'Européens quand en face on a certains États qui, eux, ne respectent pas forcément l'état de droit? Si vous voulez, c'est évidemment il y a un moment donné où ce sont les muscles, alors que ce soit des muscles guerriers ou des muscles économiques. Et là, dans le deuxième domaine, en tout cas, l'Europe a ce qu'il faut si elle reste solidaire. Et qu'elle arrive à solidariser avec elle d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, qui, tout en étant sortie, s'est rapprochée quelque part ces derniers temps. On voit la coalition des volontaires pour l'Ukraine, on voit plutôt la réaction là, sur ce qui se passe au Groenland. On a la chance d'avoir la Grande-Bretagne qui est plutôt proche de nous, profitons-en. C'est des alliés qui sont précieux. Oui, mais c'est pas beaucoup. Justement, vous parlez de la coalition des volontaires en Ukraine. Il y a le président ukrainien, il y a Keir Starmer et il y a Emmanuel Macron, c'est tout. Pas tout à fait, parce que il n'y a pas les Italiens. Les Allemands sont présents. Alors, ils sont en train de faire un effort considérable, d'ailleurs. De réarmement, bien sûr. Alors, évidemment, la question est de savoir si ces efforts sont soutenus. Et c'est un peu le débat. On a entendu les discours de notre président de la République. Je crois que la société française, les sondages, ils valent ce qu'ils veulent, mais est prête à entendre ce discours, non pas de guerre en tant que ça, mais de préparation à la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est vrai, aujourd'hui, plus que jamais. Justement, on va écouter Emmanuel Macron sur cette fameuse phrase, c'était lors des vœux aux armées. Notre effort de défense va continuer, ici, comme dans les autres garnisons de France. Oui, il va continuer parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier,
L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Votre réaction, mon général? J'y étais à ces vœux. Je crois que c'est assez. Ce discours est légitime. Et évidemment, la difficulté, c'est après d'aller aux actes, parce que on sait que notre budget, malheureusement, d'abord, il n'est pas encore voté. Non. J'avais prédit qu'on passerait par une voie plus directe. Je suis satisfait de voir que c'est la voie qu'on va prendre, parce que sinon, là, c'était la cata. Enfin, dans de nombreux domaines, mais en particulier pour la défense. Parce que cette année... Vous avez des informations que j'ai pas. Non, mais il y a une ordonnance au 49.3, c'est ça? Moi, Oui. j'ai dit 49.3, mais j'aurais pu dire... Mais peu importe. En tout cas, le fait que le gouvernement ait fait voter une motion, en quelque sorte, soutenant la défense un peu avant la fin de l'année, c'était quand même un signe que c'était quand même un des enjeux, c'est pas le seul, hein, bien entendu, un des enjeux critiques de la construction budgétaire, qui prévoit cette année 2 marches. Alors, ils ont appelé ça une surmarche, peu importe. Mais en tout cas, si on regarde bien l'augmentation par rapport au budget précédent, c'est quand même plus de 6 milliards. Alors, on n'est pas prêt de les avoir en caisse d'un côté et d'autre part de les avoir dépensés. Hein. Oui. Il y a toujours la magie de la gestion financière à laquelle j'ai été lourdement confronté quand j'étais chef d'état-major et même avant. Je connais les tours de passe-passe qu'on peut faire, mais enfin, le signe est là quand même. Et le président demande beaucoup, et en particulier à l'industrie. Là, il a été très ferme. L'industrie fait ce qu'elle peut, encore faut-il qu'on lui passe des commandes. Il faut quand même être juste. Notre industrie, elle est très bonne, elle fonctionne. Voilà, il faut que les deux parties s'accordent sur des objectifs clairs, ambitieux, mais concrets.